Bonjour et bon réveil, bienvenue sur I24 pour votre journal du matin. On est ensemble pour 2 heures de direct. On jette tout de suite un coup d'œil au sommaire de votre édition. Et on commence. Heureux comme un juif en France, la maxime est-elle toujours d'actualité? Pas si l'on en croit la proposition du consistoire israélite de Marseille qui incite les juifs à ne pas porter la kippa. Comment Paris réagit à cet appel? Décryptage ce matin. Dernier discours de Barack Obama cette nuit, son tout dernier State of the Union est l'occasion d'un bilan. Nous prendrons la direction des États-Unis dans moins d'une demi-heure. C'était à 10h18 l'attentat hier, place Sultanahmet touche en plein cœur le quartier historique d'Istanbul. Le bilan est lourd, 10 morts essentiellement des étrangers. L'auteur, lui, est djihadiste. La Turquie, ciblée par Daesh, paye-t-elle sa position ambiguë en Syrie? On posera la question à un spécialiste. Le baril. Et on fera le point également sur l'économie avec le baril de pétrole qui descend sous la barre des $30. Ce sera dans la deuxième partie de ce journal. Merci à vous de nous rejoindre en tout cas sur I24 News. Alors cet appel a provoqué la polémique hier, ne plus porter la kippa pour les juifs de Marseille. Des relents de guerre, une attitude défaitiste et de renoncement pour certains. Une vraie nécessité face à un réel danger pour d'autres. Les détails avec Jonathan Serrero. Au lendemain de l'agression antisémite contre un enseignant juif de Marseille, le président du consistoire israélite Zvi Amar conseille aux juifs de la cité phocéenne de retirer leur couvre-chef le temps de l'apaisement. Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. Sauf que cette recommandation a provoqué une levée de bouclier du côté des responsables communautaires juifs. Le grand rabbin de France, Raïm Korsia, n'entend pas céder à la pression. Maintenant, si on commençait à accepter cette logique de dire eh bien, on ne va pas porter la kippa, il n'y a plus de fin. Est-ce qu'il faudra aussi que les rabbins se rasent la barbe? Est-ce qu'il faudra... Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Donc, je crois important de défendre cette idée parce qu'en le faisant, on défend la France, on défend la laïcité, le modèle laïque de la France. Il n'y a aucune polémique, n'y voyez aucune polémique, il y a simplement une prise de position, un cri d'alerte du président du consistoire de Marseille. Le président du GRIF, Roger Kuckerman, a qualifié cette proposition de défaitiste. Joël Mergui, le président du consistoire israélite de France, a lancé, lui, l'opération Touche pas à ma kippa. Pendant ce temps, la victime de l'agression est, elle, sortie de l'hôpital, encore choquée. Je me sens très fatigué. C'est une situation très difficile. Comme vous pensez, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et très dur à vivre. Voilà. Une enquête a été ouverte contre un adolescent âgé de 15 ans pour tentative d'assassinat aggravé en raison d'une appartenance religieuse. Le parquet antiterroriste de Paris a lui été saisi. Voilà donc pour l'essentiel de cette actualité. Nous sommes à présent en ligne avec Jocelyn Zetoun, président de l'ASIM. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors vous étiez parmi les premiers le jour de cette agression à vous rendre aux côtés de ce professeur. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'est pas la première fois que Marseille est touchée par des actes antisémites. Non, bien sûr. D'abord bonjour à tous les auditeurs. C'est pas la première fois et c'est toujours une impression extrêmement désagréable, une expression d'angoisse qui nous prend parce que malheureusement on se rend compte de la difficulté de se protéger de ce type d'agression, surtout que là nous avons affaire à un individu qui n'était pas connu des services de police, qui n'avait aucun antécédent disons désagréable d'appartenance à quelque cellule que ce soit, et voilà donc un adolescent j'allais dire qu'on pouvait penser tout à fait normal, partir à l'école avec son cartable et emmener avec lui une machette et un couteau en céramique de 18 cm. Alors, Jocelyn, pour autant, qu'est-ce que... ne sachant pas à qui il allait encore s'attaquer, et voilà qu'il s'attaque à ce professeur qui passait par là parce qu'il avait une kippa ou parce qu'il ressemblait à un juif, il avait une barbe certainement et un livre sous le bras. Voilà. Alors, pour autant, qu'est-ce que vous en pensez, Jocelyn, de cette polémique? Beaucoup de passages. Cette polémique, Jocelyn, concernant le port de la kippa, vous l'avez entendu, bien évidemment, cet appel. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je pense que c'est pas la réponse. La réponse de ne pas mettre de kippa n'est pas une réponse, disons en tout cas que l'on va pouvoir défendre longtemps, parce que d'abord je trouve que c'est une décision extrêmement grave, que c'est aux autorités
religieuse de l'apprendre, parce que évidemment ça a une connotation très forte sur la vie des individus, des gens. Il ne faut pas que les gens se culpabilisent parce qu'ils ne portent pas de kippa, ça c'est le premier point. Le second point, je crois également que c'est pas la bonne réponse, parce que combien de temps ça peut durer? Vous savez, il suffit qu'on interdise quelque chose ou que l'on conseille de ne pas faire quelque chose pour que, au contraire, les gens, en signe de résistance, en signe d'appartenance, en signe de ne pas vouloir courber les chines, disent ben non, nous on va garder notre kippa fièrement parce qu'on est en France, c'est un pays de liberté, parce que c'est à l'État français, comme il l'a d'ailleurs dit et comme il le fait, de nous défendre, car nous sommes des citoyens français. Donc je crois que c'est pas vraiment la bonne réponse. Je crois que la bonne réponse, c'est de se reprendre en main et de faire savoir à nos corégionnaires, à tous les juifs de France, que il faut bien sûr être discret, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'afficher de signes ostentatoires. Alors être discret, mais vous vous rattachez tout de même, Jocelyn Zetoun, à il faut rester debout. Ce comité, ne touchez pas à ma kippa. Merci beaucoup pour votre intervention. Virginie, vous êtes avec nous, merci de nous avoir rejoints. Alors, le débat, il existe, bien évidemment, il a agité hier la France entière. La communauté juive, au-delà, bien évidemment, de la communauté juive. Oui, il y a un malaise dans la communauté juive de France, puisque vous le disiez, dès hier soir, on le voyait dans le sujet, Joël Mergui appelle à ne pas toucher à ma kippa. Il appelle également à ce que finalement l'ensemble de la société réagisse et soutienne la liberté de conscience après l'agression de Marseille. Le président du CRIF dénonce clairement une incitation à une attitude défaitiste, une attitude de renoncement. Et on sent le malaise avec le président du CRIF régional, Michel Teboul, qui, quant à lui, a reconnu que même si à titre personnel, il ne partageait pas cette position, il ne pouvait pas ne pas s'y plier pour assurer la sécurité des Juifs de France. Interrogé hier du côté des politiques à la sortie d'une réunion à Matignon sur la situation après les attentats du 13 novembre, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, elle réagit. On écoute. Nous devons garantir au quotidien, partout sur le territoire, la liberté de chaque citoyen, sa liberté y compris de vivre sa croyance. C'est ça une république laïque. Cette république laïque, elle reconnaît la liberté de conscience, elle reconnaît aussi la liberté de croyance et la République garantit l'exercice des cultes. Donc ça, le gouvernement y veillera. Chacun a le droit d'avoir ses croyances et a le droit de vivre. Et les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Absolument, absolument. Comme tout citoyen français, les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Et voilà, il y a un débat qui dépasse largement l'Hexagone. Oui, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. On le sait, depuis 2010 à peu près, chaque année, le nombre des Juifs qui décident de s'installer en Israël ne cesse d'augmenter. Et face à ces départs, les autorités religieuses juives de France sont un peu coincées entre, d'un côté, les pouvoirs publics français qui expliquent de cérémonies en commémoration et en actes antisémites que tous les Juifs ont leur place en France, avec également des moyens gigantesques pour sécuriser les écoles et les lieux de culte. Et d'un autre côté, les gouvernements israéliens qui ne cessent à chaque fois qu'ils le peuvent d'appeler les Juifs de France à quitter la France et à venir en Israël. Alors on parle évidemment beaucoup de Binyamin Netanyahou qui a multiplié ses appels du pied depuis les attentats de Toulouse en 2012. Mais souvenez-vous, c'était aussi bien plus ancien avec Ariel Sharon qui 7 ans plus tôt dénonçait l'antisémitisme en Europe. Résultat, on a une communauté qui aujourd'hui, il y a un vrai malaise puisque finalement il y a un tabou qui est tombé. On demande aux Juifs de France de faire profil bas avec cette histoire de port de kippa. Heureux comme un Juif en France, disait la Maxime. Merci beaucoup, Virginie. Dernier discours de Barack Obama sur l'état de l'Union, l'occasion de mettre en valeur son bilan, mais aussi de livrer sa vision de l'Amérique au-delà de 2016. Océane Nicole. Obama fait le bilan. Ce mardi, le président américain s'est exprimé pour la dernière fois devant l'État d'Union. L'occasion de revenir sur ses 7 années de présidence. Menaces terroristes, Cuba, économie, tous les sujets ont été évoqués par Barack Obama. L'État islamique a mobilisé une grande partie de son discours. Le président appelle les Américains à ne pas succomber à la peur. Pour Obama, pas question de parler de troisième guerre mondiale, mais la menace est pourtant constante et réelle. Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people. Al-Qaïda et maintenant l'État islamique sont une menace directe pour notre population parce que dans notre monde aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui ne respectent pas la vie humaine, y compris la leur, peuvent faire des dégâts. Ils utilisent Internet pour endoctriner les jeunes de notre pays. Leurs attaques déstabilisent nos alliés. Nous devons les faire sortir.
Le président américain s'est félicité de l'économie de son pays, la plus forte et la plus durable du monde. Obama a également souligné l'énorme avancée dans les relations avec Cuba. Il l'affirme, la guerre froide est terminée et il faut renforcer la crédibilité des États-Unis sur le continent d'Amérique latine. Après les félicitations, passe aux regrets. Barack Obama déplore les querelles et attaques récurrentes entre républicains et démocrates. C'est l'un des regrets de ma présidence, que la rancœur et la méfiance entre les partis a empiré au lieu de s'améliorer. Sans doute un président avec le nom de Lincoln ou Roosevelt aurait pu mieux combler cette division et je vous garantis que je vais continuer à faire de mon mieux tant que je serai dans ce bureau. À 12 mois de son départ, le 44e président des États-Unis divise encore les Américains. Selon un dernier sondage, 46% approuvent l'action de Barack Obama à la Maison-Blanche. Allez, on prend la direction des États-Unis. À présent, on y rejoint notre correspondant David Benaïm. David, bonjour. Alors, quels ont été les temps forts de ce dernier discours du State of the Union du président américain ? C'est un discours fort, important même que le président a donné pour son dernier État de l'Union. On a pu retrouver l'idéalisme du candidat de 2008 et la combativité du président de 2012. Au lieu de se concentrer sur ses accomplissements depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, Obama a préféré établir une feuille de route pour sa dernière année et pour les présidents à venir, une sorte de testament dont il entend bien graver les premières pages par ses actions. De nombreuses attaques contre les candidats républicains, sans les nommer, Donald Trump et Ted Cruz, sur leur proposition d'interdire les musulmans à pénétrer sur le sol américain et sur la politique qui joue sur la peur et les divisions. Une standing ovation a marqué la soirée après qu'Obama ait proposé un effort national pour éradiquer le cancer à l'initiative du vice-président Joe Biden. Enfin, il faut retenir deux thèmes absents ce soir, l'Iran et le deal sur le nucléaire, probablement évincé du discours à cause de la crise des 10 marins sur l'US Navy encore dans les mains de la garde révolutionnaire iranienne, et le combat contre les violences par arme à feu, mentionné très brièvement au début du discours avec un plan caméra très furtif sur la chaise vide qui trônait aux côtés de Michelle Obama en souvenir des victimes par balle aux États-Unis. Alors, il était attendu sur certains dossiers, on va en parler tout à l'heure avec Dror Even-Sapir. Le State of the Union, c'est aussi une affaire de symbole finalement. Les réfugiés syriens qui ont été mis cette année à l'honneur, les médias américains en disent quoi ? En dehors des échanges classiques très véhéments entre républicains et démocrates, le consensus est unanime sur la force du discours et sur les qualités indiscutables d'orateur du président dans ce genre d'exercice. Les éléments le plus souvent repris par les chaînes de télé touchent à la politique internationale, quand Obama clame que les États-Unis est le pays le plus puissant au monde et de loin, et sur ses déclarations sur le fait que l'État islamique pose une menace pour les citoyens du monde, mais que le pays n'est pas au cœur de la Troisième Guerre mondiale, que Daesh ne pose aucune menace sur la sécurité nationale. Ce sont les phrases les plus reprises par les médias. Au final, les commentateurs s'accordent sur le côté historique du discours et sur l'éternel optimisme d'Obama qui en fait sa signature depuis le début de sa présidence. Très rapidement, David, est-ce que comme l'année précédente, le discours s'est surtout fait sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter ? En général, les audiences du discours sur l'état de l'Union sont en baisse constante depuis 15 ans et c'est vrai que les médias sociaux ont pris le dessus. Déjà près de 2 millions de mentions sur le hashtag SOTU pour State of the Union sur Twitter. Et une initiative géniale à noter de Snapchat qui diffusait les coulisses de ce soir, filmées en temps réel par les membres du Congrès et par l'entourage du président depuis son départ à la Maison-Blanche jusqu'à son arrivée au Congrès. La politique prend un coup de jeune et il faut savoir l'apprécier. Merci beaucoup David pour ces explications directes de New York. Donc, Dror Even-Sapir, bonjour. Alors, c'était le dernier discours sur l'état de l'Union de Barack Obama. Ça ne veut pas dire forcément que le président américain a dit son dernier mot. Non, il n'a pas dit son dernier mot, puisque, vous savez, il reste environ un an à Barack Obama à la Maison-Blanche. Il est en fin de deuxième mandat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas à se représenter devant les électeurs, puisque vous savez qu'un président américain est limité à 2 mandats, donc il est très libre, Barack Obama. Cette dernière année, il peut faire à peu près ce dont bon lui semble. Bon, il a un congrès qui lui est hostile. C'est bien évidemment, ça peut lui mettre des bâtons dans les rues, mais il n'a pas à se représenter devant les électeurs. Il a simplement à laisser une image dans l'histoire américaine. Donc un président beaucoup plus libre qu'auparavant. Il est possible que pendant cette dernière année, Barack Obama nous surprenne avec des décisions importantes, peut-être même historiques. Alors des surprises, on en espère de bonnes. Quels sont les grands dossiers sur lesquels il va devoir plancher pendant cette année ? Alors il en a abordé quelques-uns dans ce 8e et dernier discours sur l'état de l'Union. Le poids de l'argent dans la vie politique américaine, ça c'est un grand dossier et ce sera difficile pour Barack Obama de réduire ce poids endémique de l'argent dans la vie politique américaine. Deuxième sujet, il y a un plan de lutte ambitieux de recherche contre le cancer. Vous savez
savez que le fils du vice-président américain Joe Biden est décédé il y a quelques mois de cette maladie. Et puis, sur les questions qu'il n'a pas ou peu abordées, le contrôle des armes à feu. Ça, c'est bien évidemment un dossier qui lui tient à cœur et on peut s'attendre à des décisions importantes, peut-être impopulaires dans ce domaine. Et puis, il y a également la question qui, elle non plus n'a pas été abordée, mais qui est cruciale, de la présence sur le sol américain de plusieurs millions, certains estiment leur nombre à 10 millions environ, d'immigrés clandestins, notamment issus de l'Amérique latine. Est-ce que Barack Obama va ou non légaliser leur situation ? Merci beaucoup, Dor, pour ces explications. On passe tout de suite à l'actualité, en bref et en images. Nachat Melchem, enterré cette nuit à Harara. 5 jours après son élimination, le terroriste de la rue Dizengoff à Tel Aviv a donc été inhumé. Son père n'a pas assisté à l'enterrement. L'agence de presse iranienne Fars a annoncé que 2 bateaux américains avaient été arraisonnés par les gardiens de la Révolution après leur entrée illégale dans les eaux territoriales du pays, dans le golfe Persique. Les Marines américains seraient en bonne santé. Et puis second accident mortel au Dakar, la voiture du Français Lionel Baux qui avait tué samedi un berger bolivien a été impliqué dans un nouvel accident mortel, cette fois alors que son véhicule hors course était remorqué. Hier, c'est le cœur historique et culturel d'Istanbul qui a été frappé par un attentat suicide attribué par le gouvernement turc au groupe État islamique. Dans un pays pourtant en état d'alerte maximum, l'attaque a fait au moins 12 morts, 11 touristes allemands et plusieurs blessés graves. Le point en image. Une très violente explosion vient de retentir. Nous sommes à Sultanahmet, à quelques dizaines de mètres de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue, l'un des quartiers les plus touristiques d'Istanbul. Au moins 10 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées. En quelques minutes, des dizaines de policiers se déploient et les rues sont toutes bouclées. C'était le chaos. Tout le monde courait partout. Les policiers n'ont rien vu venir. Ils ont évacué tout le monde le plus rapidement possible de peur qu'une deuxième bombe n'explose. Très vite, les secouristes sont débordés. Les blessés immédiatement évacués vers les hôpitaux. Les témoins parlent d'une détonation extrêmement puissante, entendue depuis la place Taksim à plusieurs kilomètres. Les démineurs essaient de déterminer la nature des explosifs, mais pour le président Erdogan, une piste est déjà privilégiée. Je condamne fermement cet acte de terreur perpétré à Istanbul. Un acte qui semble avoir été perpétré par un kamikaze d'origine syrienne. Un attentat suicide. Le Premier ministre Davutoglu affirme que l'attaque est signée Daesh et selon le vice-premier ministre, l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes. Malheureusement, la plupart sont des étrangers. Des touristes allemands pour la plupart. L'Allemagne, comme plusieurs chancelleries européennes, appelle ses ressortissants à éviter les lieux touristiques d'Istanbul. Une réunion de crise a été convoquée à Ankara. Et nous sommes à présent en ligne avec un spécialiste dans la lutte antiterroriste, Élie Carmon. Élie, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors, la Turquie, est-ce que c'est une des cibles, voire la cible numéro 1 de Daesh ? Bonjour, ce n'est pas la cible numéro 1, mais dernièrement, comme elle a changé d'attitude vis-à-vis Daesh et a commencé à lutter efficacement, je crois, contre cette organisation. Donc, elle est devenue aussi une cible. On se rappelle l'attentat très grave à Ankara en octobre de l'année dernière, plus de 100 personnes tuées. Mais jusqu'à maintenant, la majorité des attentats étaient contre des citoyens ou des cibles kurdes en Turquie. Cette fois-ci, nous voyons un attentat dans le cœur symbolique et aussi très important politiquement et de point de vue touristique à Istanbul. C'est un coup dur pour la Turquie parce que presque 20% de terroristes, des touristes, ce sont des Allemands et la majorité des gens tués, ce sont des Allemands. Et aussi parce que la Turquie doit prendre maintenant des mesures beaucoup plus sérieuses qu'avant, même si dernièrement ils ont arrêté beaucoup de membres de Daesh. Alors on va parler dans un instant justement de ces mesures, notamment en matière de migration peut-être, qui ont été justement facilitées au gré de l'Union européenne. Également, juste avant, une autre question. Est-ce que finalement l'engagement ambigu de la Turquie en Syrie est là visé ?
Mais justement parce que la lutte contre le régime de Bachar el-Assad en Syrie était très importante du point de vue stratégique turc, ils ont aidé de façon ou d'une autre où ils ont fermé les yeux pour l'activité de Daesh. Mais maintenant, ils doivent, avec l'accord avec les Américains, lutter plus efficacement. Et aussi, ils ont compris, comme l'Arabie saoudite d'ailleurs, que Daesh peut être une menace interne à la Turquie. Ils ont commencé à construire aussi une barrière presque comme en Israël, mais c'est pas encore fini. Et en même temps, on doit dire qu'ils ont déployé une force militaire, pas très importante, mais quand même une force militaire près de Mossoul, dans un territoire qui est occupé par des Kurdes irakiens qui sont maintenant des alliés de la Turquie. Donc ils menacent d'un côté Daesh, mais aussi ils actuent en contradiction avec le gouvernement de Bagdad. Ils ont un problème avec, si vous voulez, la coalition Irak-Iran. Élie Carmon, je voudrais revenir sur l'un des éléments dont vous faisiez mention il y a quelques instants. Justement, cette politique migratoire, elle commence en Europe par la Turquie. Est-ce qu'il va falloir réformer cette politique à travers la Turquie ? Je crois que la Turquie a été vraiment, depuis des décennies, un pays très ouvert à l'immigration. Mais comme il y avait presque 2 millions d'immigrés syriens sur son territoire, ils ont tenté de recevoir plus d'aide internationale. Et je crois que, justement, après avoir reçu plus de 3 milliards d'euros de l'Europe, ils ont pris des mesures nécessaires pour arrêter la vague d'immigration. Je crois qu'ils vont continuer à le faire parce qu'ils ont intérêt, justement, de recevoir de l'aide européenne. En même temps, il y a un problème interne et ils ont donné, par exemple, dernièrement des approbations de travail parce que ces 2 millions de réfugiés, ils doivent faire quelque chose. Donc la Turquie accepte maintenant que certains c'est le nouveau défi de la Turquie, de l'Union européenne de façon plus générale. Merci beaucoup, Élie Carmon, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors vous vous en doutez, l'attentat suicide qui a visé la mégapole turque à quelques pas de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue a semé l'effroi parmi les touristes qui étaient venus profiter des merveilles d'Istanbul. Alors écoutez-les. Je n'ai pas changé mes plans à Istanbul. C'est un acte isolé, ça s'est passé près d'ici, mais quand vous êtes un touriste ou que vous vivez dans différents endroits du monde, vous savez que ça peut arriver. Je n'ai pas eu peur, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas paniqué, mais c'est affreux. Ce qui s'est passé est affreux. Il est certain que le secteur du tourisme va en pâtir, mais je ne sais pas à quel point. Mais c'est sûr qu'on va en souffrir parce qu'il y a des gens qui ont peur. Notre patron devait recevoir 2 groupes. L'un a mis sa réservation en suspens, l'autre a annulé. Ça veut dire qu'après ça, nos affaires vont en souffrir. Depuis les attentats d'Ankara et après que l'avion russe a été abattu, nous avons déjà subi des pertes. Et après ça, nous avons peur que ce ne soit pire. Mais si Dieu le veut, ça s'arrangera. Et on prend la direction de la Turquie. À présent, on y rejoint notre correspondant Quentin Raverdi. Quentin, bonjour. Comment les Turcs se sont réveillés ce matin ? Quentin, vous m'entendez ? Alors, la liaison manifestement qui pose problème avec Quentin Raverdi. Quentin, vous vous trouvez en Turquie après cet attentat d'hier qui a bousculé la totalité de la Turquie avec des réactions des présidents du monde entier, notamment également de Ban Ki-moon. Est-ce que les Turcs se sont réveillés ce matin, effrayés de la possibilité d'une nouvelle attaque sur leur territoire ? Alors pas de liaison manifestement avec Quentin Raverdi, on y reviendra plus tard. Donc on va à présent voir quelle est la situation, voilà les aléas directs. Les migrants, on en parlait il y a quelques instants avec Élie Carmon. On va faire un point sur la situation. Septembre, le flot des réfugiés venus d'Irak et de Syrie ne cesse d'augmenter sur les côtes européennes. Cette crise migratoire ébranle l'Europe dans ses fondements. L'espace Schengen, qui prévoit la libre circulation des personnes, est fortement remis en question. Non signataire de l'accord, le Royaume-Uni l'accuse d'être responsable du drame humain actuel. Londres juge l'action de Paris insuffisante, notamment à Calais. Résultat, les autorités britanniques ont ordonné la mise en place d'une nouvelle barrière du côté français du tunnel sous la Manche.
La migration nette vers la Grande-Bretagne dépasse les 300 000 personnes par an, ce qui n'est pas soutenable. On a besoin de trouver des moyens afin de permettre aux États membres de faire des changements dans les systèmes d'aide sociale qui leur permettront de gérer ce sujet. Sauf que l'Union européenne peine à s'accorder sur ce dossier. L'Allemagne est débordée par l'afflux conséquent des demandeurs d'asile. Des tensions apparaissent entre partisans et anti-migrants. La France s'est-elle engagée à accueillir 24 000 réfugiés, mais l'Hexagone attire moins que ses voisins allemands ou britanniques. Les murs se multiplient dans la partie est du vieux continent, notamment en Hongrie et en Serbie. Des pays comme l'Autriche, la Suède ou le Danemark ont rétabli leur contrôle aux frontières. L'Italie a, elle, réinstallé une barrière à sa frontière avec la France à Vintimille. En Italie, le nombre de migrants en provenance d'Afrique du Nord est le même que l'an dernier pour le moment. Donc pas d'hystérie, mais en même temps pas d'égoïsme. Nous savons que les lois existantes comme la Convention de Dublin sont les lois qui ont ouvert un débat dans notre pays. 3 700 personnes ont déjà perdu la vie cette année. Plus d'1 million de personnes ont traversé la Méditerranée. Il s'agit de la plus grosse vague d'immigration vers le vieux continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour accueillir toute cette masse de gens, les pays européens ont mis en place des campements de fortune en périphérie des grandes métropoles. Exemple ici à Cergy, ville située proche de Paris. Des bidonvilles créés après qu'au mois de septembre dernier, la photo du corps sans vie du petit Elan ait fait le tour du monde. Et on fera dans quelques instants, juste après, un point sur l'actualité, le point justement sur ces différentes politiques d'immigration en Europe. Restez avec nous, on revient.